Alors les trous noirs sont des objets étranges et fascinants, à la fois pour l'imaginaire et bien sûr pour leur rôle et leur structure scientifique. Contrairement à ce qu'on croit et dit parfois, leur invention ou compréhension n'est pas due à Albert Einstein et sa théorie, elle est en réalité assez ancienne. Le concept de trou noir, il remonte à John Michell et Pierre-Simon de Laplace, donc deux astronomes et scientifiques du XVIIIe siècle. En fait, la définition d'un trou noir est très simple à comprendre. C'est un objet dans lequel il est possible d'entrer, mais duquel il est impossible de ressortir. Et la raison de leur existence est assez élémentaire. Si je prends ici un petit objet et que je le lance vers le haut, il va monter et il va redescendre. Sauf si je le lance très vite. Si je le lance avec une vitesse suffisante, il va s'extraire pour toujours du champ gravitationnel de la Terre. Et cette vitesse, la vitesse au-delà de laquelle un objet ne retombe jamais, on l'appelle la vitesse de libération. Or, dès lors qu'on a compris que la vitesse de la lumière est finie, on peut évidemment envisager qu'il existe des astres, des objets célestes, pour lesquels la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Auquel cas, même la lumière ne peut pas s'extraire. Or, rien ne peut aller plus vite que la lumière, donc rien ne peut s'extraire. C'est la définition classique, historique et finalement rigoureuse de ce qu'est un trou noir. Alors bien sûr, pour les comprendre en détail, il faut aujourd'hui recourir à la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire la théorie de la gravitation, c'est-à-dire la découverte d'Einstein. Mais si la relativité générale permet bien évidemment de la décrire de façon beaucoup plus détaillée et de comprendre de façon subtile les phénomènes qui prennent naissance, la définition simple telle qu'on peut la suggérer dans le cadre de la physique classique et telle que nous venons de l'énoncer reste essentiellement correcte pour appréhender ce qu'est intuitivement la nature d'un trou noir. Alors la question de l'existence est toujours une question subtile et complexe. Euh, D'abord, je dirais que la science n'est vraisemblablement pas le seul moyen d'accès ou de définition de l'existence. Il n'en demeure pas moins que si on en reste à une définition usuelle, consensuelle et quotidienne de ce qu'est l'existence d'un corps ou d'un objet, alors vraisemblablement oui, on peut en effet conclure que les trous noirs existent. Alors on ne les voit pas directement, mais je voudrais là aussi souligner cette belle leçon d'humilité que constitue la physique en général et l'astrophysique en particulier. Le fait qu'on ne puisse pas observer n'ôte évidemment aucune légitimité à l'existence, et en réalité on a compris grâce à l'astronomie depuis longtemps qu'on peut voir bien au-delà des yeux. Il y a beaucoup de choses qui existent sans qu'on puisse les voir. On ne peut pas voir l'amour, la haine, l'amitié ou la peur. Pourtant, elles existent. Et au-delà de ces exemples psychologiques, on ne peut pas voir les quarks qui se trouvent à l'intérieur de la matière, et pourtant plus personne ne doute de leur existence. Et donc c'est un grand enseignement, je crois, du geste scientifique, qu'il est possible d'avoir des indices suffisamment fiables de l'existence des corps sans voir ces derniers. Il n'y a finalement aucun primat, aucune position dominante de la vue par rapport aux autres moyens de compréhension ou de perception des objets dans le monde qui nous entoure. Alors ces méthodes d'investigation de l'existence de trous noirs, elles sont relativement simples à comprendre. D'abord, on observe le rayonnement émis par la matière qui tombe sur un trou noir, lors de ce qu'on appelle les disques d'accrétion, c'est-à-dire ces structures comme ça en spirale autour des trous noirs qui se trouvent en particulier au cœur des galaxies. Il y a émission de chaleur, émission de lumière, et cette lumière, on la voit, c'est le premier indice. Ensuite, on voit des jets comme ça, des jets de particules relativistes, c'est-à-dire très rapides, émis par les trous noirs. Alors attention, hein, les particules ne viennent pas de l'intérieur des trous noirs, ça serait contradictoire avec ce qu'on vient de dire, rien ne peut s'en extraire, mais ces particules viennent de l'environnement des trous noirs, de l'environnement extérieur des trous noirs. C'est une prédiction très claire de la compréhension qu'on a de ces astres, et en effet, on observe aujourd'hui ces jets de façon extrêmement claire. Et puis, on a d'autres indications encore, en particulier quand on voit les étoiles qui tournent au cœur des galaxies, et en particulier au cœur de notre propre galaxie, notre petit amas d'étoiles, notre îlot d'univers local qu'on appelle la Voie lactée. Et les trajectoires des étoiles, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'elles passent autour d'une masse qui est très grande, très compacte et très sombre. C'est exactement la caractéristique qu'on a dans un trou noir. Être petit,
très dense, parce qu'en effet, pour satisfaire aux critères que nous évoquions tout à l'heure, à savoir qu'il soit très difficile de s'échapper, il faut une grande densité. Très sombre, pour cause, c'est un trou noir, et très massif, parce qu'en effet, au cœur des galaxies, on attend des trous noirs dont la masse se compte en millions ou en milliards de fois la masse du Soleil. Et puis récemment, nous avons pu jouir d'une indication plus pertinente, me semble-t-il encore, plus élégante également, celle des fameuses ondes gravitationnelles. Il y a quelques années, on a mesuré pour la première fois ces petites vibrations de l'espace qui sont prédites par la théorie d'Einstein. Mais au-delà de la vérification de la théorie d'Einstein, ce qui est très intéressant dans la mesure de ces ondes gravitationnelles, c'est qu'on a pu pour la première fois dans l'histoire observer la coalescence, c'est-à-dire le mouvement de spirale et de fusion de deux trous noirs l'un autour de l'autre. Et la forme de l'onde qui a été observée ne peut être expliquée par aucun autre phénomène que le regroupement, comme ça, dans une sorte de danse un peu magique et macabre, parce qu'en effet, ils perdent leurs identités, de deux trous noirs. Et dans quelques années, nous devrions pour la première fois voir, si l'on peut dire presque directement, deux trous noirs, non pas avec de la lumière optique, mais avec des ondes radio, grâce à un très grand réseau d'interféromètres de type radioastronomique, qui seront mis en œuvre à la surface de la Terre, et qui devraient permettre à court terme d'obtenir la première image authentique du trou noir supermassif se trouvant au cœur de notre galaxie. Alors, ce qui est remarquable, je dirais, dans la structure d'un trou noir, c'est que sa surface est dépourvue de matérialité. C'est-à-dire que si nous tombions sur un trou noir, nous ne nous cognerions pas sur sa surface, ce qu'on appelle d'ailleurs par ce joli mot d'horizon. Et ça, on peut le comprendre de façon assez simple avec une analogie. Imaginons une rivière qui s'écoule et qui finit par tomber dans une chute d'eau. Un poisson qui nage dans la rivière peut aller dans les deux sens, et il peut éventuellement remonter le cours d'eau. Mais lorsque l'écoulement visqueux atteint une distance qui est relativement proche de la chute d'eau, la vitesse devient beaucoup plus grande. Elle devient tellement grande qu'à un certain moment, les poissons ne vont plus assez vite pour remonter le cours d'eau. Et donc, il y a une distance à partir de laquelle les poissons ne pourront plus revenir en arrière et vont inéluctablement être en quelque sorte aspirés par la chute d'eau. Et ça, c'est exactement l'équivalent de l'horizon d'un trou noir. C'est le moment à partir duquel il est impossible de revenir en arrière. Donc dans mon analogie, si vous voulez, ce qui jouerait le rôle des poissons, ça serait la lumière pour les trous noirs. Il y a un moment au-delà duquel la lumière ne peut pas revenir en arrière. Mais ce moment ne se matérialise pas par l'existence d'une structure concrète, matérielle, sur laquelle un impact aurait lieu. Donc la surface d'un trou noir, c'est en quelque sorte quelque chose de mathématique qui marque le lieu à partir duquel plus aucun retour vers l'extérieur sera possible. Cela signifie-t-il pour autant que rien ne se passe? Pas tout à fait. D'abord parce que le trou noir va induire un effet de courbure sur l'espace-temps qui est très considérable. Et ça signifie qu'un astronome audacieux, courageux ou imprudent qui tomberait sur un trou noir se ferait en quelque sorte écarteler par le champ gravitationnel, ou plus exactement par la variation du champ gravitationnel, ce qu'on appelle l'effet de marée. L'effet de marée, c'est exactement celui de la Lune sur la Terre, qui induit ces poches d'eau de part et d'autre de la Terre. Eh bien, le même effet aurait lieu sur l'astronome en train de tomber dans le trou noir, et vraisemblablement, ces trous noirs de faible masse pourraient en quelque sorte écarteler le corps de l'astronome avant même qu'il atteigne l'horizon. Donc la présence de trous noirs peut ne pas être anodine. Mais au-delà de cette étrangeté théorique, en quelque sorte, les trous noirs sont intéressants parce qu'ils poussent la relativité à son paroxysme. Par exemple, si on lance un objet dans un trou noir et qu'on regarde la chute de l'objet, vu de loin, on va voir l'objet s'arrêter à la surface du trou noir, avec une vitesse nulle. Et si on observe le même phénomène vu de près, on va voir l'objet pénétrer dans le trou noir à la vitesse de la lumière. Bien sûr, on aimerait savoir laquelle des deux descriptions est correcte. Et comme vous l'imaginez, ce que nous montre la théorie de la relativité, qui porte bien son nom, c'est que les deux descriptions sont correctes. Dans leur acception propre, les deux visions sont apparemment exclusives, mais en réalité compatibles lorsqu'on les considère dans l'univers de la relativité.
Alors à l'intérieur du trou noir, c'est plus étrange encore. En quelque sorte, le temps se change en espace, l'espace se change en temps. Ça signifie que de même que dans notre monde, le temps s'écoule, sans qu'il soit possible, bien sûr, de revenir dans le passé, eh bien c'est l'espace lui-même qui s'écoule à l'intérieur du trou noir, comme sur une sorte de tapis roulant. Et c'est la raison pour laquelle, si on émettait un flash de lumière, un petit photon vers l'extérieur du trou noir, en fait, l'écoulement de l'espace est tellement rapide qu'en fait, même la lumière émise vers l'extérieur irait vers l'intérieur. Puis le dernier phénomène qu'on peut peut-être donner à titre d'exemple de ces très multiples étrangetés qui ont lieu autour des trous noirs, c'est l'effet machine à voyager dans le temps. Un observateur qui viendrait très proche de la surface d'un trou noir, en restant à l'extérieur bien sûr, sinon il est perdu pour le monde qui l'entoure, et qui ensuite reviendrait vers sa planète d'origine, aurait par exemple vieilli d'une dizaine d'années, tandis que le reste de l'univers aurait vieilli d'un million ou d'un milliard d'années. Autrement dit, et de façon tout à fait certaine, autant qu'une proposition scientifique peut l'être, les trous noirs peuvent jouer le rôle de machines à voyager dans le temps. Alors, on a récemment beaucoup parlé de Stephen Hawking, qui est hélas décédé, et Stephen Hawking s'est intéressé de près aux trous noirs, et en particulier à la conjonction des trous noirs avec la physique quantique. Alors la physique quantique, c'est l'autre grande branche de la science de la nature au XXe siècle. On a beaucoup parlé de la relativité, la théorie d'Einstein, qui explique les trous noirs, qui explique le Big Bang, qui explique la courbure de l'espace. Mais il y a quand même un autre ingrédient fondamental à notre compréhension, en particulier de l'infiniment petit, c'est cette étrange physique inventée par Heisenberg, Schrödinger, Dirac, De Broglie, Bohr, Planck et quelques autres au début du XXe siècle, et qui nous montre que la structure du microcosme est plus complexe et plus subtile que ce qu'une vision naïve, c'est-à-dire classique, pouvait laisser penser. Et je dirais que la grande découverte de Hawking, c'est précisément d'avoir compris que quand on conjugue cette compréhension microscopique, quantique de l'espace, qui en fait est peuplé comme ça d'une sorte de bain bouillonnant de particules qui sont créées ex nihilo, avec la présence des trous noirs, eh bien en réalité, les trous noirs peuvent s'évaporer, c'est-à-dire perdre de la masse. Alors bien sûr, ça semble en contradiction avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, puisque nous avons énoncé que rien ne peut sortir d'un trou noir, et c'était même en quelque sorte la définition d'un trou noir. S'il s'évapore, c'est précisément qu'on peut ressortir du trou noir, et c'est précisément que leur masse diminue, et c'est donc une contradiction patente avec leur définition. Et oui, il se trouve que la science est une chose complexe, et parfois les réponses dépendent de l'échelle à laquelle on se place. Les gros trous noirs, les trous noirs massifs, ceux qui résultent de l'effondrement d'étoiles, très vraisemblablement sont stables, et en effet, la vision classique, usuelle, comme piège en quelque sorte de l'espace dans lesquels on peut entrer, mais desquels il est impossible de s'extraire, demeure correcte. En revanche, s'il existe, et cela demeure spéculatif, de petits trous noirs de taille très réduite, alors l'effet d'évaporation de Hawking peut devenir important, et en réalité, et à contrario, non seulement ils ne sont pas noirs du tout, ils rayonnent beaucoup d'énergie, mais en plus, ils perdent leur masse à une vitesse vertigineuse, ressemblant bien davantage à des bombes qu'à des trous noirs au sens usuel du terme. Actuellement, nous n'avons pas observé l'effet Hawking d'un point de vue expérimental. Mais il constitue néanmoins une avancée très intéressante du point de vue de la physique théorique, parce qu'il souligne un certain nombre de paradoxes, parce qu'il nous impose à aller plus loin que ce qu'on croit savoir, parce qu'il rend nécessaire la conjonction de la relativité d'une part et de la physique quantique d'autre part, et puis parce qu'il souligne des incohérences. Par exemple, il semble que l'information ne soit pas conservée, c'est-à-dire que la lumière rayonnée par effet Hawking ait perdu la mémoire de ce qui avait formé le trou noir. Et pourtant, l'amnésie est impossible en physique. Des théorèmes fondamentaux de physique quantique nous montrent qu'on ne peut pas perdre l'information. Néanmoins, les trous noirs semblent la perdre. Parce qu'elles montrent aussi que les trous noirs sont à la fois très désordonnés et très simples. Autrement dit, l'effet Hawking est intéressant moins en tant que tel, qu'en cela qu'il nous oblige à dépasser cette zone de confort en quelque sorte que constituait la relativité, considérée indépendamment de la physique quantique. Alors, si l'on en croit la théorie d'Einstein, au cœur des trous noirs se trouve ce qu'on nomme une singularité.
Cette singularité, elle est mathématiquement un lieu où la densité, c'est-à-dire la masse volumique, la courbure, deviennent infinies. Stricto sensu d'ailleurs, ce n'est pas un lieu qui est situé dans l'espace, mais c'est plutôt une interruption du temps. Cette singularité est souvent décrite comme une pathologie, une déchirure de l'espace-temps. Ce sont effectivement des concepts qui sont attrayants pour l'imaginaire, à la fois fascinants et presque inquiétants, mais je crois qu'il faut raison garder. En réalité, les singularités ne sont probablement pas des pathologies de l'espace-temps en lui-même. L'espace-temps n'est pas malade. En réalité, les singularités signent plutôt des incomplétudes de la théorie gravitationnelle utilisée pour décrire les objets. Et en réalité, ce qui se joue ici, ce qui se montre, ce qui s'exhibe par ce concept de singularité, c'est que la théorie d'Einstein n'est pas une théorie ultime. Il faut, comme nous l'a appris l'effet Hawking, tenir compte également des effets quantiques. Il faut aller encore au-delà de ce qu'a découvert Stephen Hawking et probablement inventer une théorie de gravitation quantique, c'est-à-dire une théorie qui conjugue le savoir d'Einstein, la courbure et le caractère dynamique de l'espace, avec la physique quantique qui nous montre qu'il y a de l'aléatoire, qui nous montre qu'il y a du discontinu, qui nous montre qu'il y a de l'imprévisible. Cette théorie de gravité quantique fait aujourd'hui défaut. Ça fait un siècle que les plus grands esprits de la physique théorique tentent, je dirais sans succès, de l'échafauder et de l'élaborer. Il y a pourtant des pistes. Il y a la théorie des cordes, qui est très belle, qui est très convergente, dirais-je, et qui permet de réinterpréter ce que sont les trous noirs, à l'aide d'objets complexes qu'on appelle les débrane, peu importe. Et il y a la gravitation quantique à boucle, vers laquelle je suis un peu biaisé, puisque c'est mon propre champ de recherche, qui permet aussi de revoir la structure des trous noirs. Dans l'acception, par exemple, de la gravitation quantique à boucle, en réalité, il n'y a pas de singularité. En fait, les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, en fait, les trous noirs seraient des objets en rebond, des objets qui se contractent et qui ensuite se dilatent. Le modèle est-il correct? Aujourd'hui, pour le mettre à l'épreuve, ce qui est bien entendu nécessaire, c'est une expérimentation, c'est une observation. Et ça, je dirais, c'est la bonne nouvelle. Nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, ni pour la théorie des cordes, ni pour la gravitation quantique à boucle, d'observation directe. Mais un très grand champ de recherche est en train de se développer, et je crois qu'il est vraisemblable que d'ici quelques décennies, nous ayons enfin les premiers indices observationnels de ce que sont les trous noirs dans ces théories, au-delà de la gravité d'Einstein. Alors en effet, quand l'accélérateur LHC du CERN a été mis en œuvre, il y a eu, je dirais, non pas un vent de panique, mais une certaine inquiétude autour de la possibilité que soient formés des micro-trous noirs, que ces micro-trous noirs accrètent en quelque sorte la matière environnante et donc induisent la destruction de la Terre. Bon, l'inquiétude était légitime quand même, hein. Si la fin du monde se suivait de l'expérience de physique, il faudrait peut-être renoncer à l'expérience. Pourtant, le danger est quasiment inexistant et la raison est relativement simple à comprendre. D'abord, nous n'avons pas formé de trous noirs auprès du collisionneur LHC et c'était effectivement hautement improbable. La formation de trous noirs n'était pas du tout une prédiction de la physique connue, c'était une hypothèse très exotique reposant sur l'existence possible de dimensions supplémentaires de grande taille. Autrement dit, c'est un modèle qui, du point de vue théorique, est tout à fait légitime et mérite d'être étudié, mais ce qui est important en science, c'est de hiérarchiser la probabilité, la crédibilité de ces modèles. Et force est de constater, d'ailleurs je peux me permettre de le dire, ayant moi-même travaillé sur ce genre de modèle, que le niveau de véridicité de ces derniers était très faible. La probabilité de former ces trous noirs, tout le monde le savait, était dérisoire, et en effet, les données actuelles montrent que, et là, si je puis dire, nous n'avons pas formé. Si nous en avions formé, cela aurait-il été dangereux? Ou si nous en formons dans quelques années, par une augmentation en énergie de la machine, cela sera-t-il dangereux? La réponse est négative pour deux raisons. La première réponse est théorique. C'est l'effet Hawking que nous avons évoqué il y a quelques minutes. En effet, ces trous noirs seraient de petite taille, nécessairement. Or, les trous noirs de petite taille s'évaporent bien plus rapidement qu'ils n'attirent de la matière. Donc en réalité, ils disparaîtraient en quelques fractions de seconde et ils n'engloutiraient absolument pas notre planète qui les entoure. Alors on pourrait objecter, et c'est mon second argument, qu'après tout la théorie de Hawking n'est qu'une théorie.
qu'elle n'a pas été vérifiée expérimentalement et qu'il y a donc une petite chance que ces trous noirs, en réalité, ne s'évaporent pas et engloutissent la Terre. Et là encore, la réponse est négative pour une raison qui est assez simple à comprendre et qui est tout à fait expérimentale. Ce que nous faisons dans des accélérateurs de particules, la nature le fait déjà indépendamment de nous. Ce qui est intéressant dans un accélérateur, c'est qu'autour du point de collision des particules, il y a un immense détecteur qui permet de comprendre, d'étudier, d'observer les conséquences de la collision. Mais la collision en elle-même n'est pas du tout nouvelle ou n'est pas une sorte d'activité démiurgique comme ça de l'homme. Il y a en permanence des particules cosmiques qui bombardent l'atmosphère de la Terre et qui induisent des collisions à des énergies plus grandes ou égales que celles du LHC. Si par conséquent ces collisions devaient créer des trous noirs dont les conséquences étaient létales, dangereuses pour la Terre, ce phénomène aurait déjà eu lieu depuis longtemps et indépendamment de nos accélérateurs de particules. Alors la question des trous de verre est effectivement souvent évoquée, elle est là encore assez simple à définir. Un trou de verre, c'est un tunnel en quelque sorte, mathématique, qui permet de relier un trou noir et un trou blanc. Le trou blanc, c'est tout simplement le symétrique temporel d'un trou noir. Dans un trou noir, on peut entrer, mais on ne peut pas sortir. D'un trou blanc, on peut s'extraire, mais on ne peut pas pénétrer. Autrement dit, c'est le contraire, en quelque sorte, d'un trou noir. Alors en effet, si les trous blancs existent, il est possible qu'ils soient connectés à des trous noirs par des trous de verre. Ce sont des solutions envisageables des équations d'Einstein. Néanmoins, tout porte aujourd'hui à croire non seulement que les trous de verre ne sont pas concrètement formés dans l'univers, et quand bien même ils existeraient, il est très vraisemblable qu'ils ne soient pas stables, c'est-à-dire qu'il soit impossible de les utiliser pour revenir dans le passé, comme cela fut fantasmé dans quelques théories, ou pour accéder à un autre univers, comme cela serait sans doute encore plus extraordinaire. Et je voudrais d'ailleurs mentionner à ce propos qu'il y a, je trouve, quelque chose d'un peu gênant dans le fantasme ou dans l'attirance que constituent ces objets. Parce que les trous noirs sont tout aussi extraordinaires, à cette différence près qu'ils existent. Pourquoi donc se focaliser sur ces hypothèses qui sont non moins fascinantes, j'en conviens, mais qui vraisemblablement n'existent pas? Je crois qu'il y a peut-être une leçon d'humilité, de réenchantement de notre rapport au réel à tirer de cette étrangeté. Vous savez, c'est un peu comme les voyages. Beaucoup de jeunes gens, parmi mes étudiants en particulier, sont fascinés par les voyages. Tout le monde aime voyager. Oui, bien sûr, c'est très louable de vouloir découvrir une autre culture, mais on n'a pas forcément besoin de faire 15 000 km et 10 heures d'avion pour ça. Allons discuter avec notre voisin du dessous et vous découvrirez une toute autre culture. Vous savez, c'est un peu comme la fascination pour la vie extraterrestre. Bien sûr, c'est une question très intéressante, et je suis moi-même, comme tout le monde, fasciné par l'éventuelle existence d'autres formes de vie dans l'univers. Mais enfin, c'est un peu triste d'avoir ce niveau de fascination pour les exoplanètes, alors même que nous sommes en train de détruire la plupart des espèces qui habitent notre planète et que nous n'avons pas véritablement commencé à les regarder avec cet œil enchanté et empreint à la fois d'amour et de respect. Donc je crois qu'il y a une leçon à tirer. Bien sûr, cherchons l'exotique, ça fait partie de la recherche scientifique, mais ne focalisons pas peut-être notre désir ou notre amour vers ces objets si étranges, alors même que nous avons trop souvent tendance à ne pas accorder l'importance qu'il aurait dû aux objets, aux personnes et aux vivants du quotidien et de l'environnement.